Cette nuit, je vais vous raconter les pires nuits. Celles dont vous vous souviendrez en vous endormant. Celles qui vous feront passer une nuit blanche. En 1987, dans l'Indiana, les parents de Lisa rentrent souvent très tard. Elle est donc souvent seule dans cette grande maison isolée dans les champs de maïs. Pour lui tenir compagnie, ses parents lui ont acheté un chien. Une nuit, alors qu'elle dort, elle est réveillée par un bruit qui ressemble à un bruit de gouttes. Elle se lève, elle va dans la salle de bain, serre les robinets et retourne se coucher. Elle a une habitude. Elle laisse pendre son bras le long du lit et son chien lui lèche la main. Ça la rassure. Le même bruit la réveille. Elle se lève, salle de bain, robinet, se recouche, l'échouille. Mais le bruit continue. Impossible de se rendormir. Ce coup-ci, elle a bien décidé à trouver la source du bruit. Elle fait le tour de toute la maison, serre tous les robinets, vérifie tout, et retourne se coucher auprès de son chien. Et son chien lui lèche la main. Mais le bruit est toujours là. Maintenant qu'elle est bien réveillée, elle décide d'en trouver la source. Elle arrive à le localiser. Ça vient d'un placard. Elle ouvre le placard. Et là, une scène digne d'un film d'horreur. Son chien est pendu par les pattes arrière. Il se vide de son sang, lentement, goutte à goutte. Sur le fond du placard, un message en lettres de sang est écrit. Les humains aussi peuvent lécher. Franck et sa bande de potes ont loué un Airbnb à Marseille. La première soirée est prévue chill. On reste à l'appart, on mange, on boit, on rigole. Tard dans la soirée, tout le monde décide d'aller se coucher. Mais Franck n'arrive pas à dormir. Il tourne en rond. Puis, il entend une voiture rouler à vive allure et freiner devant l'appartement. Il se rend sur le balcon pour voir ce qu'il se passe. La voiture en question est un corbillard. 5 jeunes se précipitent et montent dans la voiture. Le conducteur, un 6e larron, a un physique assez particulier. Il a une mine grisâtre et un air effrayant. Il baisse sa vitre et interpelle Franck. Il reste de la place. Franck, un peu pris au dépourvu, et surtout très effrayé, ne répond pas. Le chauffeur l'attend 1 minute en le regardant. Puis démarre en trombe. Le lendemain, il raconte tout à ses potes, qui se foutent bien de sa gueule. Parce qu'effectivement,
la soirée avait été arrosée. Finalement, il n'insiste pas. Plus tard dans la journée, ils se rendent à l'épicerie du quartier pour faire des courses. Devant l'épicerie, Frank remarque des traces de brûlure au sol, des morceaux de verre cassés. Quand il arrive à la caisse, pour parler d'autre chose que de la pluie et du beau temps, Frank demande à l'épicier ce qu'il s'est passé. Cette nuit, 5 jeunes dans un corbillard sont rentrés dans le mur. Ils sont morts tous les 5. Frank, un peu chamboulé, rentre seul à l'appartement pour prendre un peu le temps. Au bout d'une heure ou deux, il a retrouvé ses esprits et décide de sortir se balader pour changer d'air. Il appelle l'ascenseur. La porte s'ouvre et la cabine est presque pleine. Frank a un moment d'arrêt. Il hésite quand il entend une voix qui vient du fond de l'ascenseur et qui dit « Il reste de la place. » Il reconnaît cette voix. C'est la même qu'hier soir. Il fait un pas en arrière. Les portes se ferment et l'ascenseur s'en va. Soudain, il entend un bruit fracassant. Des cris. L'ascenseur est tombé. Il dévale les escaliers, il se dépêche. Il appelle les secours. Il essaye d'aider. Mais il n'y a aucun survivant. Et l'homme, à la mine grisâtre, n'est pas là. Lucien cherche un nouvel appart. Il finit par en trouver un. Il prend ses marques, il s'y plaît. Mais une nuit, il est réveillé. Quelqu'un frappe à la porte. La tête encore un peu embrumée. Il se lève et va ouvrir. C'est une femme. A priori, une voisine. Qui cherche un refuge. Elle lui explique que son mari la frappe et qu'elle ne sait pas où aller dormir. Que son frère ou quelqu'un de sa famille doit venir la chercher demain matin, au plus tôt. Lucien accepte de l'héberger pour la nuit. Lui donne un plaid, lui montre le canapé et retourne se coucher. Le matin, au réveil, la femme n'est plus là. Frank se prépare et va travailler. La nuit suivante, on frappe à la porte. Lucien se lève et va ouvrir. C'est encore la voisine, mais cette fois-ci, avec des marques de coups sur le visage. Le lendemain matin, au réveil, elle a encore disparu. La même histoire lui arrive régulièrement durant les jours suivants, à tel point que Lucien décide d'aller voir la police. Le policier écoute son histoire. Attentivement, ouvre son tiroir et lui tend une photo. Oui, c'est elle. C'est ma voisine. Le policier lui apprend qu'elle est morte sous les coups de son mari il y a déjà plusieurs mois. Une mère et sa fille se baladent dans un vide-grenier. La fillette trouve une poupée de porcelaine qui lui plaît. Sa mère cède et lui achète. La poupée a des yeux bleus, des cheveux blonds. Elle porte une robe rose. Elle tient dans sa main une ombrelle rose. Et lève 2 doigts de son autre main. Quelques jours plus tard, la mère doit sortir. Mais la babysitter lui fait faux bond. Elle décide de laisser la fillette toute seule. À son retour, vers 1h du matin, tout semble paisible. Elle décide tout de même de monter dans la chambre de sa fille pour voir si tout va bien. La chambre est sans dessus-dessous. Le corps de la fillette gît au sol. La police ne trouvera rien, aucun indice. Juste le sang de la fillette partout dans la chambre. Les jours passent, les semaines, les mois même sans doute. Et un jour, la mère met de l'ordre dans ses affaires.
Elle décide alors de vendre la poupée. Et là, elle s'aperçoit que la poupée n'a pas 2 doigts levés, mais 3. François est un randonneur avec beaucoup d'expérience. Il part seul 1 semaine dans les Alpes, en vacances. Pendant sa semaine, il décide tout naturellement d'aller faire une randonnée. Il met ses plus belles chaussures de marche, son super sac à dos, un petit coup de protection solaire sur le nez, son bob glané sur la caravane du Tour de France, et en avant. Mais ce jour-là, il a eu les yeux plus gros que les pieds. Quand il arrive à mi-chemin, le soleil commence déjà à se coucher. Pas de panique, il a de l'expérience. Il presse le pas, quitte à arriver en début de nuit, mais ça va le faire. Sauf que dans l'obscurité, François s'est perdu. Il faut se rendre à l'évidence. Ça ne sert plus à rien de chercher, de marcher. Il fait maintenant nuit noire. Il faut trouver un coin et dormir dans la montagne. Demain, il fera jour, il retrouvera son chemin. En cherchant un coin pour s'installer, il aperçoit une cabane. Il s'approche, il frappe à la porte. Il rentre, il s'éclaire comme il peut avec sa lampe. Personne. Juste une chaise, une petite table et un lit de camp. Il décide de se coucher et de dormir. Mais les bruits de la montagne et l'angoisse d'être perdu rendent le sommeil compliqué. D'autant que, quand il regarde autour de lui, il voit au mur des tableaux, des portraits de gens avec de drôles de têtes et des sourires forcés. Une vraie cour des miracles. Il arrive tout de même à s'endormir. Le lendemain matin, en se réveillant, François s'aperçoit avec effroi, et je pense même des traces au fond de son caleçon, qu'il n'y a pas de tableau dans la cabane. Ce sont des fenêtres. Même si ces histoires relèvent plus de la légende urbaine que de la vérité, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, vous abonner, et je vous dis à lundi.